Depuis la révolution néolithique, qui eut lieu il y a 10 000 ans, la civilisation humaine est passée par 4 étapes principales. L'Antiquité, qui dura 4000 ans, le Moyen-Âge, qui dura 1000 ans, la Renaissance, qui dura 300 ans, et la civilisation industrielle, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui dure depuis 200 ans. Si nous étudions les courbes d'évolution sur l'ensemble de l'échelle de ces 10 000 ans de la population, de la consommation de ressources naturelles finies, c'est-à-dire énergie fossile, les minerais principalement, et de la production de biens, le fameux PIB, nous observons un tracé linéaire et quasi constant jusque vers le début des années 1800, date à partir de laquelle les 3 courbes se cabrent de façon asymptotique, indiquant une multiplication par 1000 en moins de 200 ans de chacune des 3 données, restée pourtant stable pendant plus de 10 000 ans. Cette civilisation industrielle, qui s'est développée depuis à peine 200 ans, se distingue des 4 autres périodes, néolithique, antiquité, Moyen-Âge et Renaissance, par le fait qu'elle utilise de façon intensive et illimitée les ressources naturelles fournies gratuitement par la dot terrestre. Cette pratique, inconnue pendant les âges précédents, a rendu possible une activité nouvelle, l'industrie. Cette activité combine l'utilisation des ressources dites énergétiques, pétrole, gaz, charbon, et des ressources dites minérales, fer, aluminium, zinc, plomb, nickel, etc. Ces ressources, qu'elles soient énergétiques ou minérales, sont extraites du sol de la planète où elles existent en quantité limitée depuis des millénaires et ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. Cette activité nouvelle, l'industrie, a permis de fabriquer toutes sortes d'objets qui ont facilité la vie quotidienne de l'homme, mais elle a été également utilisée pour produire la quasi-totalité des aliments indispensables à notre vie biologique. Ainsi que le montrent bien ces 3 graphiques, cette civilisation industrielle s'accompagne d'une augmentation vertigineuse des 3 données déjà citées, population, consommation de ressources naturelles finies et production de biens, le fameux PIB. Dès lors, une question se pose. Qu'adviendra-t-il du système industriel, et par voie de conséquence de l'organisation sociétale qui le porte, lorsque ces ressources naturelles viendront à manquer? Car la raréfaction de ces ressources n'est pas une simple vue de l'esprit, mais une réalité factuelle qu'aucun scientifique aujourd'hui ne conteste. Et cette réalité est déjà en marche, puisque les principales ressources ont dès aujourd'hui atteint leur pic, un pic représentant le moment où la quantité qu'il reste à extraire devient plus faible que celle qu'il a déjà été. De la faim. C'est donc une simple loi arithmétique, connue de n'importe quel enfant de CM1 qui va nous sens, est Nicolas Georgescu Roegen. Et ce, dès 1970, dans un ouvrage intitulé « Demain, la décroissance ». Les travaux de Roegen l'ont conduit à introduire la thermodynamique et le principe d'entropie en économie. C'est ainsi qu'il a mis en évidence le principe de dégradation de l'énergie et de la matière, en démontrant notamment que l'énergie et la matière utilisables lors du processus industriel sont continuellement transformées en énergie et matière devenues inutilisables jusqu'à ce que les premières disparaissent complètement, créant ainsi le concept de bioéconomie. Et les économiques dont se berçaient les thuriféraires de la croissance. Afin d'illustrer différemment cette réalité, nous pourrions également rappeler la célèbre citation de Kenneth Boulding
Celui qui croit qu'une croissance infinie peut exister dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Notons que le terme général d'économiste sous-entend économiste orthodoxe, donc croissanciste, ce que n'était naturellement pas Nicolas Georgescu-Roegen. Il est un fait que cette perspective de la décroissance économique inéluctable est aujourd'hui largement relayée par de nombreux mouvements d'idées. Malgré cela, nous devons toutefois faire preuve de réalisme et rester conscients que la religion croissanciste est très, très solidement ancrée dans l'inconscient collectif des populations, au point qu'il ne paraît pas raisonnable de prévoir un effondrement culturel prochain, remettant drastiquement en question le mode de vie et la stratégie économique actuelle de la collectivité humaine. Le pronostic le plus probable est plutôt celui d'un déclin économique progressif, certains parlent même d'effondrement, se faisant ainsi les promoteurs d'une nouvelle doctrine, la collapsologie. Déclin qui nous mènerait de façon inéluctable et obligatoire vers une situation équilibrée sur le plan thermodynamique, seule façon raisonnable d'envisager un état sociétal durable. Mais à côté de cette analyse bioéconomique, une autre analyse, celle-ci moins répandue, prend en compte les différentes données financières et comptables pour confirmer et certifier le caractère non durable du système industriel mis en place depuis 200 ans à peine. Cette analyse nous conduit à une deuxième perspective, celle de la banqueroute financière de la société industrielle. Perspective liée, cette fois, non pas à l'application de lois physiques, mais simplement à celle de règles comptables. La comptabilité, en effet, comme nous pouvons le lire dans n'importe quel bon manuel scolaire, a pour objet de produire une image sincère et probante de l'activité d'une entreprise commerciale. Or, il s'avère que la société industrielle, dans laquelle nous vivons depuis 2 siècles, est en tout point comparable à une société commerciale ordinaire et qu'elle est soumise notamment à l'impérieuse nécessité d'équilibrer ses comptes. De ce point de vue, nous devons malheureusement constater que la société industrielle ne nous livre pas, à travers les différents éléments chiffrés qu'elle veut bien nous fournir, une image sincère de son activité, mais une image fausse, ou, tout au moins, masquant la réalité comptable. Pourquoi ? La raison en est que les comptes publics sont tenus en comptabilité de flux, alors qu'ils devraient être tenus en comptabilité de stock. Cette distinction, qui peut paraître quelque peu byzantine ou trop technique aux yeux du profane, revêt toutefois une importance stratégique lorsqu'il s'agit de vulgariser des résultats chiffrés auprès de l'opinion publique. Disons en termes simples et clairs qu'une comptabilité en économie de flux ne prend en compte que les flux de produits entrants et sortants ainsi que la valeur ajoutée dégagée lors de leur transformation industrielle. Elle ne produit pas de compte d'exploitation avec un résultat bénéficiaire ou déficitaire, mais elle produit un simple solde intermédiaire de gestion, le fameux PIB, produit intérieur brut, qui naturellement est toujours en hausse. Une comptabilité tenue en économie de stock, elle, enregistrerait la diminution des stocks de ressources naturelles entrant dans la fabrication des biens et services, ainsi que le coût de l'impact sur l'environnement de cette fabrication. Pollution générale, gestion des déchets, démantèlement nucléaire, régénération de la composante humique des terres arables. Cette comptabilité de stock ne s'attarderait pas sur le PIB,
mais s'attacherait plutôt à produire un compte final d'exploitation, appelé également compte de résultat, faisant apparaître, comme son nom l'indique, un résultat bénéficiaire ou déficitaire pour chaque exercice, c'est-à-dire pour chaque année. Les bénéfices aux déficits successifs s'additionnant ou se neutralisant pour faire apparaître en permanence dans les comptes un report à nouveau représentant le résultat cumulé, positif ou négatif, depuis le début de la création de la société industrielle qui pourrait être fixé conventionnellement aux environs des années 1820-1840. Car c'est à ce moment-là que la société industrielle aurait dû mettre en place une comptabilité sincère et probante au lieu de se polariser sur un indice partiel, un simple solde intermédiaire de gestion, le PIB. Comme toute société en création, et la société industrielle était bien en création aux alentours des années 1820, elle aurait dû établir un bilan de départ, qui constitue, comme tous les bons gestionnaires le savent, un élément clé du processus de création d'entreprise. Le bilan de départ d'une entreprise fait apparaître en actifs les ressources disponibles et en passifs les dettes contractées pour disposer de ces ressources. Adapté à la société industrielle humaine créée au début du XVIIIe siècle, il aurait donc fallu porter en actif le stock total de ressources naturelles finies et en passif un capital correspondant à la valeur de ce stock. Chaque année, la valeur du stock aurait été diminuée d'un montant correspondant au prélèvement de la période, le montant du capital restant identique, ce qui aurait eu pour conséquence comptable de créer une charge dite de variation de stock négative, venant grever le compte d'exploitation. Or, cette charge annuelle est superbement ignorée par la comptabilité que livrent les dirigeants de la société industrielle à leurs administrés, c'est-à-dire à nous, les citoyens ordinaires. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres charges que la comptabilité oligocratique omet de comptabiliser. Il s'agit notamment des charges liées à la dégradation des sols arables et à la maintenance de l'industrie nucléaire. La dégradation de la composante naturelle des sols arables est le résultat direct de l'industrialisation de l'agriculture. Elle s'exprime en termes de pollution proprement dite, c'est-à-dire d'accumulation de substances toxiques rémanentes, et en termes de perte de fertilité, c'est-à-dire de raréfaction des micro-organismes à l'intérieur de l'humus. D'un point de vue comptable, la charge à réintégrer correspond au coût de régénération de cette composante humique de la terre arable à l'identique de ce qu'elle était avant l'industrialisation de l'agriculture. Quant aux charges liées à l'industrie nucléaire et omises par la comptabilité oligocratique, elles concernent aussi bien le coût de gestion des déchets, largement sous-évalué dans le PIB, à 600 millions d'euros, que les provisions pour risques, tout simplement non comptabilisées, alors que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire lui-même, l'IRSN, estime que le coût d'un accident majeur peut être évalué à 1000 milliards d'euros. Et enfin, bien entendu, les provisions pour démantèlement des centrales arrivées en fin de vie. Coût même pas évoqué. L'ensemble de tous ces coûts, omis délibérément par la comptabilité oligocratique, peut être évalué à 560 milliards d'euros annuels répartis ainsi. Variation de stock des ressources finies, 460 milliards d'euros. Variation de stock des ressources organiques renouvelables,
16 milliards d'euros. Provision pour régénération de la composante naturelle des sols arables, 24 milliards d'euros. Provision pour risque nucléaire, 50 milliards d'euros. Provision pour démantèlement nucléaire, 7 milliards d'euros. Compte tenu du cadre limité de cet exposé, nous ne pouvons entrer dans le détail du mode de calcul utilisé pour aboutir à ces estimations, mais celui-ci est consultable et largement expliqué dans la vidéo intitulée Décroissance et PIB, dont l'URL s'affiche ici, entre la minute 16 et la minute 33 de cette vidéo. Il est donc bien évident que si la comptabilité nationale était présentée de cette façon, son compte d'exploitation serait grevé des charges omises par la présentation en économie de flux et que, automatiquement, nous verrions alors apparaître dans la colonne de droite du compte de résultat un déficit d'exploitation substantiel qui, reporté d'une année sur l'autre, aboutirait à un déficit cumulé d'une ampleur considérable. Mais alors une question se pose. Si cette société industrielle est en déficit permanent, tout au moins de façon régulière et amplifiée depuis la fin des 30 glorieuses marquées au début des années 70 par l'épisode du premier choc pétrolier, comment fait-elle pour continuer de subsister avec un tel déficit structurel? La réponse à cette question tient en 2 points. Le premier point, c'est qu'une entreprise, et d'une certaine façon la société industrielle est une entreprise peut très bien continuer à fonctionner, tout au moins pendant un certain temps, tout en creusant un déficit année après année. Son chiffre d'affaires, comprenez son PIB, peut même continuer à croître au fur et à mesure que les pertes comptables s'accumulent. En effet, ce déficit cumulé peut être soit comblé par un apport en capital, soit masqué par un prêt financier. Mais la différence entre ces 2 façons de faire est de taille. Dans le premier cas, le déficit est annulé et les comptes sont remis en équilibre. Mais dans le second cas, le déficit est simplement masqué pour un certain temps, mais tout reste à faire, car il devra être comblé par des excédents de gestion ultérieurs. Disons tout de suite que, à moins d'un tour de passe-passe improbable, le déficit de la société industrielle ne pourra pas être comblé par un apport en capital. Pourquoi ? Eh bien parce que le capital de la société industrielle, c'est précisément l'ensemble de la dot naturelle finie qui a déjà été comptabilisée et ne peut plus être augmentée d'aucune manière, sauf à ce que des extraterrestres viennent nous offrir gratuitement un nouveau stock de matière énergétique et minérale pour compenser la diminution du stock initial. Il ne reste donc plus que la solution du masquage par un apport en trésorerie, et c'est là que nous en arrivons au 2e point. Car la réalité, c'est que la société industrielle ne peut continuer à fonctionner en mode déficitaire qu'en étant régulièrement alimentée par un apport en liquidité. Cet apport, naturellement, n'est pas fait sous forme de don, mais sous forme de prêt, que d'une façon ou d'une autre, il faudra bien un jour rembourser. À ce stade du raisonnement, une nouvelle question se pose alors. Mais d'où vient donc cet argent ? Qui prête cet argent à la société industrielle ? La réponse est étonnante, mais très simple. La société industrielle se prête de l'argent à elle-même, par l'intermédiaire de la création monétaire ex nihilo de ses banques privées. Cette création est en réalité une monétisation de sa propre dette, ce qui revient à dire que la société industrielle se prête de l'argent frais à elle-même en se garantissant sur l'argent qu'elle doit. C'est simple, mais encore fallait-il y penser. En réalité, c'est absurde. Et, exprimé dans le langage implacable de la comptabilité, cela revient à dire tout simplement que ce déficit n'est pas financé. Nous voyons donc bien que l'impossibilité d'équilibrer durablement le système est démontrée à la fois par des lois physiques et par des lois comptables.
Nous comprenons également que l'objectif de la croissance, affiché par les maîtres politiques de la société industrielle, n'a aucun sens dans un système qui reste structurellement déficitaire. Cette stratégie suicidaire est la même que celle d'une entreprise qui ne chercherait qu'à augmenter son chiffre d'affaires sans se préoccuper de creuser son déficit d'exploitation. Ce genre de posture pourrait s'illustrer par la maxime suivante: plus j'ai de dettes, plus je suis riche. Cette maxime pourrait fort bien être adaptée par la société industrielle comme règle d'or. En vérité, cette faillite comptable annoncée est une bien mauvaise nouvelle, car il viendra forcément un moment où il faudra combler le déficit cumulé, c'est-à-dire rembourser la dette, et c'est à ce moment que nous autres citoyens serons sans doute directement concernés. Car cette décroissance économique, par ses implications comptables, risque de se conjuguer avec une décroissance de nos encours bancaires, ceux de chaque citoyen, pouvant se matérialiser par un prélèvement forcé qui n'aurait rien, lui, de démocratique. Un projet de cette nature a d'ailleurs été récemment déposé par le FMI. Afin de faire face du mieux possible à cette faillite annoncée, il est nécessaire de mettre en place un système d'organisation sociétale radicalement nouveau, respectant notamment le principe énoncé par Albert Einstein: on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Ce nouveau système politique, appelé à gérer la décroissance de la société industrielle, devra donc s'éloigner radicalement du système oligocratique précisément imposé par la caste des marchands à partir du milieu du XVIIIe siècle, afin de développer l'économie croissanciste. Ce nouveau système politique, appelé à gérer la décroissance de la société industrielle, devra, de plus, posséder une caractéristique fondamentale: la résilience. Pourquoi ? Qu'est-ce que la résilience ? Et la résilience, selon sa définition générique, c'est la capacité d'une organisation à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Appliquée à l'évolution de la trajectoire économique humaine, nous dirons que l'altération, c'est la croissance, exponentielle mais éphémère, de ces toutes petites 150 dernières années, et que les propriétés initiales qu'il faut retrouver, ce sont les lois physiques et biologiques qui régissent les flux de matière et d'énergie. Car en termes de résilience, l'économie capitaliste croissanciste fait un contresens majeur en la définissant comme la capacité à revenir sur la trajectoire de la croissance après avoir subi l'altération d'une récession. Alors que naturellement, la récession n'est qu'une dérivée seconde de la croissance et qu'en la circonstance, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. En synthèse, la somme de ces considérations nous amène à 4 hypothèses. Premièrement, la pratique économique basée sur la croissance depuis une très courte période de 150 ans, c'est-à-dire depuis environ une seconde si la révolution néolithique a eu lieu il y a une semaine. Cette pratique économique constitue une altération de la trajectoire bioéconomique normale de la société humaine. Deuxième hypothèse. La décroissance industrielle rendue inéluctable par suite de la raréfaction des ressources naturelles finies constituera une étape majeure de l'histoire bioéconomique humaine et également le terreau d'une autre évolution majeure dans le domaine de son organisation sociétale. Troisième hypothèse. Le système politique oligocratique qui porte la religion croissanciste perdra l'essentiel de sa crédibilité lorsque les citoyens s'apercevront concrètement que la croissance est en réalité éphémère et sans avenir. Quatrièmement, un nouveau système politique devra être mis en place pour gérer cette décroissance. La résilience de ce système devra être fondée sur sa capacité à libérer les forces vives et à dynamiser la réactivité immédiate de chaque citoyen face aux bouleversements attendus.